Donc, Matvei Michkov fait une entrée fracassante dans la LNH, comme beaucoup d'experts en espoir l'avaient prédit. La différence, c'est qu'il le fait 2 ans plus tôt qu'on pensait qu'il allait le faire. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, Matvei Michkov a plus de points que Will Smith, Adam Fantilli, Leo Carlsson et oui, même que Connor Bedard lui-même. Aussi repêché devant lui, le défenseur Dmitri Simachev est toujours en Russie et David Reinbacher est blessé. Les équipes qui l'ont laissé passer doivent s'en mordre les doigts, n'est-ce pas? C'est ton boy Max, assieds-toi, prends un verre et enjoy the show! What's up tout le monde, c'est ton boy Max. À la surprise de tous, Matvei Michkov s'est amené en Amérique du Nord en 2024, alors qu'on croyait que ça attendrait au moins 2026 parce que il était toujours sous contrat en KHL. À la surprise d'à peu près personne, par contre, Michkov est sensationnel, produisant un rythme où il frôle le point par match au sein d'une équipe des Flyers de Philadelphie qui, en ce moment, réussit à atteindre ce qui était l'objectif du Canadien en début de saison, être dans le mix. On peut donc dire, sans se tromper déjà, que le Canadien s'est trompé. Ben non, c'est une blague, c'est pas ça la conclusion de cette vidéo. Soyons honnêtes par contre. À l'heure actuelle, ça regarde pas bien. Que vous étiez pour la sélection de David Reinbacher, que vous étiez contre, que vous attendez parce que Reinbacher est blessé. Oui, tout ça, je viens de le dire. La conclusion de la vidéo, c'est pas le Canadien s'est trompé, tabarre, blip. Non, mais ça regarde pas bien. Transparence complète, si vous ne me suiviez pas à la radio à l'époque, lorsque le Canadien a choisi Reinbacher au 5e choix au repêchage de 2023, mon choix était Michkov s'il était disponible. Et je vais être honnête, s'il n'avait pas été disponible, n'importe quel des 3 autres entre Smith, Fantilli et Carlsson aurait été mon choix. Bref, David Reinbacher n'était pas mon choix, personnellement. Comme je le dis, j'aurais préféré les 3 autres qui, jusqu'ici, cassent pas la ligue. Fait qu'une opinion, ça vaut ce que ça vaut. Ceci étant dit, il est important de se rappeler pourquoi Michkov a glissé au repêchage, même si, comme moi, vous étiez de ceux qui voulaient voir Kent Hughes, Jeff Gorton le choisir. Je l'ai dit un peu plus tôt, son contrat en Russie durait jusqu'en 2026, contrairement, par exemple, à Ivan Demidov, donc un contrat à long terme en KHL. Et on ne s'attendait donc pas à ce qu'il arrive aussitôt que cette année. Ça pouvait prendre jusqu'à 4 saisons. Il est arrivé 2 ans plus tôt que prévu, finalement. Pourquoi d'ailleurs? C'est une situation rarissime, pratiquement du jamais vu même. Et un fervent admirateur de Matvei Michkov, s'il vous dit qu'il avait vu ça venir, il vous ment. Je peux juste parler pour moi-même, mais je ne peux pas utiliser ça comme argument, comme preuve que c'était le choix à faire. Même les Flyers prévoyaient définitivement pas qu'il arrive de si tôt. Alors ça, personne ne pouvait le prédire. 2. Au-delà du contrat, le facteur russe dont on entend souvent parler était accentué avec la guerre en Ukraine. Je viens de parler de Dmitri Simachev qui a été repêché tout juste devant lui, Ivan Demidov qui a été repêché par le Canadien de Montréal au 5e rang 1 an plus tard. On repêche quand même les joueurs russes. Ceci étant dit, il faut le dire, la guerre en Ukraine a accentué le facteur russe. Surtout à ce moment-là, on est encore un peu plus au début de la guerre par rapport à aujourd'hui. Donc, les équipes russes ne sont plus des compétitions internationales, ce qui est un bon moment pour voir et évaluer les espoirs russes. Se rendre en Russie, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Bref, le scouting de ces joueurs-là est rendu plus difficile. Ceci étant dit, dans le cas de Michkov, on connaissait son talent depuis longtemps. Je veux dire, le gars était littéralement surnommé en marge du repêchage le Connor Bedard russe. Il y avait eu d'autres compétitions avant la guerre où on avait vu ces gars-là lorsqu'ils étaient plus jeunes. On savait de quoi il était capable. On savait qu'en termes stricts de potentiel offensif, il pouvait éventuellement produire à un rythme similaire, peut-être même supérieur à Connor Bedard. C'est d'ailleurs littéralement ce qu'il est en train de faire comme recrue. 3e chose dont on doit parler sur Matvei Michkov, pourquoi il a glissé. Parlant de talent offensif, Michkov est un de ces joueurs-là qui a toujours eu la réputation d'un joueur qui ne pense que strictement
à la mettre dedans. Personnellement, ce genre de joueurs-là, je dis tout le temps à la blague, qui ne connaissent pas leur gardien de but. Je dis ça souvent de Nikita Kucherov. J'ai une chance que Andrei Vasilevski est russe, puis probablement qu'ils chillent ensemble hors glace, parce que sinon, qui est ça? Le gars dans le filet là, qui porte le numéro 88. Évidemment, c'est le cas de plusieurs joueurs de grand talent. Je viens de parler de Nikita Kucherov. Je veux dire, pas mal certain que Nikita Kucherov ne recevra jamais non plus de vote au Trophée Selke dans sa carrière. Ceci étant dit, numéro 4, on disait de Matvei Michkov, par contre, qu'il avait des problèmes d'attitude et qui, dans le jargon, n'était pas coachable. Ajouté à ça la mort mystérieuse de son père dans les mois précédant le repêchage. Tous les drapeaux rouges y étaient du côté de Matvei Michkov. Je veux dire, on se serait cru en Formule 1, il vient d'avoir un accident, puis on roule plus sur le circuit Gilles Villeneuve. Mais il y a un mais. Il y a un mais, et c'est pour ça, personnellement, que je voulais voir le Canadien le repêcher s'il était disponible. On ne parlait pas d'un talent élevé. On ne parlait même pas d'un potentiel talent de premier plan. On parlait d'un potentiel offensif rare. Le premier contre-argument qu'on entend souvent, c'est qu'il y a 6 autres équipes qui sont passées par-dessus. Oui, OK. Bon, d'abord, oublions les Blackhawks de Chicago. Là. Je pense que même sans aucun red flag, sans la guerre en Ukraine, sans tout ce que vous voulez, peut-être que les Blackhawks se seraient laissés tenter, mais je pense pas. Pour vrai, là, je pense qu'on aurait pris ces deux joueurs-là, puis il y aurait eu le biais cognitif de on va prendre le gars de Canadian Boy, même vous allez me dire les Blackhawks, c'est une équipe américaine, oui. Pas grave. Les dirigeants, bien souvent, beaucoup de Canadiens là-dedans. Bref, les Blackhawks n'allaient pas passer par-dessus Connor Bedard. Ensuite de ça, contrairement à 2022, la QV 2023, selon les experts à ce moment-là, puis finalement, on est peut-être en train de se rendre compte, il est encore très tôt, là, soyons 100% honnête, mais on est peut-être en train de se rendre compte que c'était peut-être pas autant le cas qu'on le pensait, mais à ce moment-là, on disait qu'elle était loadée. Je crois encore personnellement que Leo Carlsson a un avenir brillant devant lui en raison des drapeaux rouges. Dans son cas, avoir été les Ducks, j'aurais pris Leo Carlsson, je pense, devant Matvei Michkov au deuxième rang. Au deuxième rang, tu veux pas te tromper. 1, 2, 3 pour moi, là. Pas le temps de repêcher un Espéry, Kotkaniemi. Blague à part, j'aurais repêché Leo Carlsson dans la situation des Ducks également. Au troisième rang, les Blue Jackets de Columbus, je pense qu'ils étaient très contents de voir Adam Fantilli leur tomber entre les mains. Il venait de remporter le Hobey Baker comme freshman dans la NCAA, donc le Iceman version hockey, le trophée remis au meilleur joueur de la NCAA. Plusieurs disaient qu'il était si bon que s'il était né un mois plus tôt, il est né un mois après le cut-off pour être repêché en 2022. Bref, s'il était né un mois plus tôt, plusieurs disaient qu'il aurait été le premier choix en 2022. J'ai un petit peu plus de doutes jusqu'ici sur Fantilli, pour être honnête, par rapport à Leo Carlsson. Mais il est encore extrêmement tôt dans sa carrière. Mais je veux dire, il y en avait même qui parlaient un peu d'un potentiel à la Evgeny Malkin dans le cas d'Adam Fantilli. C'est ça. Mike Columbus, j'aurais aussi repêché Fantilli. Bref, il n'y avait pas de doute sur les 3 premiers choix. Fait que déjà, là, de dire qu'il y a 6 autres équipes qui sont aussi passées, en fait, 5 autres équipes, qu'il y a 6 équipes, pas juste le Canadien, qui sont passées par-dessus Matvei Michkov, il faut quand même ajouter un peu de contexte. Au 4e rang, les Sharks de San Jose, c'est là où ça commençait à être intéressant. Will Smith, un talent offensif électrisant qui get jiggy with it, même s'il connaît des débuts un peu plus lents dans la Ligue nationale de hockey, on ne peut pas en vouloir aux Sharks de San Jose de l'avoir choisi. Sans red flag, je suis fatigué avec mes red flags, là, mais c'est ça pareil. Je pense vraiment, c'est là où pour moi, on commençait à se gratter le coco. S'il n'y avait aucun drapeau rouge entourant Matvei Michkov, j'aurais dit les Sharks m'ont échappé. En ce moment, pour vrai, dans le cas des Sharks de San Jose, je trouve que ça se justifie encore, mais réellement, déjà aujourd'hui, c'est là, moi, être les Sharks de San Jose où je commence un peu à regretter. En même temps, c'est très facile à dire en ce moment parce qu'ils ont repêché Macklin Celebrini l'année d'après. À ce moment-là, ils ne pouvaient pas savoir. Mais déjà là, les Sharks, pas juste les Canadiens, avec les Sharks, je regrette. Ça nous amène aux Canadiens où là, avec les red flags, avec tout ce que vous voulez, ça commençait à être très intéressant. Par contre, avant, un mot sur les Coyotes, mais aussi sur les Sharks dont on vient de parler. Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée qui était beaucoup sortie,
il a choisi les Flyers. Il ne voulait pas jouer à Montréal. Sérieusement, j'ai jamais su d'où cette affaire-là venait et pour de vrai, c'est de la bouillie pour les chats. La seule chose un peu proche de ça qui a été rapportée, c'est qu'il aurait préféré un marché de hockey à, par exemple, l'Arizona et que c'est vrai que du côté des Coyotes, ça aurait pesé dans la balance quand il est venu le temps de choisir ou non Matvei Michkov. Il n'était pas certain qu'il allait vouloir un jour se rapporter en Arizona. On n'a pas pris de chance. Pour vrai, legit. Montréal n'avait pas ce problème-là. Il n'aurait pas refusé de venir à Montréal. Si jamais vous avez une source béton là-dessus, qui est sortie de nulle part, aucun insider dans les médias, quoi que ce soit, laissez-moi savoir en commentaire et je ferai une vidéo mea culpa. Si vous avez une preuve hors de tout doute. Mais non, ça, je me répète, c'est de la bouillie pour les chats. Pourquoi donc je n'avais pas de problème à attendre après Michkov malgré les drapeaux rouges? Ben juste avant de vous le révéler, saviez-vous que vous pouvez maintenant devenir membre de la chaîne? 2024 a été la première année où j'ai mis la majorité de mes efforts professionnels sur le contenu numérique et jusqu'ici, je ne le regrette pas un instant. D'ailleurs, un énorme merci à tous les abonnés, payants ou non. Je vous avoue que 10 000 abonnés en 2024 n'était même pas proche d'être sur mon radar. En fait, je peux vous le dire, mon objectif 2024, c'était 5 000 abonnés. Alors, merci à tous et chacun. Et un merci particulier au moment de l'enregistrement de la vidéo aux 48 membres payants de la chaîne. Vous voyez leur nom apparaître à l'écran présentement. Je vous en suis très reconnaissant. Grâce à vous, ça va me permettre en 2025 d'aller encore plus loin dans le contenu, particulièrement sur YouTube. Vous voulez faire comme eux? Vous voulez encourager votre boy? Vous voulez avoir accès à des privilèges? Bien, cliquez sur le lien dans la description et devenez vous aussi membre de la chaîne YouTube. Si tout va comme prévu, là, en 2025, il va y avoir du nouveau type de contenu qui s'en vient. Je suis très excité pour la suite de la chaîne. Au risque de me répéter, un énorme merci à tous et chacun pour cette année 2024. Que vous soyez membre payant ou non, votre boy en est très reconnaissant. Puis si t'es ici, t'es pas encore, à tout le moins abonné, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. OK. Michkov, on y retourne. Merry Christmas, you filthy animal. And a Happy New Year. La raison pourquoi j'avais pas de problème d'attendre après Michkov, c'est que 2026, c'est vraiment pas si loin que ça. Et je ne voyais pas de toute façon le Canadien être compétitif au point où choisir un joueur sous prétexte qu'il n'allait pas arriver assez tôt comme un problème. Même que, d'une certaine façon, ça aurait pu être avantageux. Imaginez si Matvei Michkov était vraiment arrivé en 2026. Tu as un gars qui peut potentiellement produire à un rythme élite, ce qui est pas mal déjà presque en train de faire comme recrue. Je veux dire, frôler le point par match en 2024-25, c'est plus ce que c'était, je sais pas moi, en 2005, mais c'est encore tout près d'élite déjà dans le cas de Matvei Michkov. Donc ça ne m'inquiétait pas du tout. Avoir un joueur comme ça sur un contrat recru, ça aurait même pu être intéressant pour le Canadien de Montréal. Il défend pas sa zone. Si on parle de Mike Hoffman, pauvre Mike Hoffman qui s'attendait sûrement pas à recevoir du 10 de ma part aujourd'hui. Si on parle de Mike Hoffman, c'est un peu problématique. Je veux dire, c'est beau un marqueur de 30 buts, mais un marqueur de 30 buts, bon, je viens de le dire, c'est plus ce que c'était de 1 et de 2. T'es pas élite. Si on parle de Nikita Kucherov, yo, je vis avec, simple de même. Mais si tu me parles d'un gars de ce talent-là, aucun problème. Je veux dire, regarde, idéalement, c'est tous des Sergei Fedorov, puis des Pavel Datsyuk, puis des Alexander Barkov dans la vie, mais c'est pas le cas. Attitude? Peut-être, ça se peut. Présentement, il joue pour John Tortorella. Oui, il fait faire des ulcères d'estomac quand il essaie des Michigan, mais je veux dire, Jack Eichel avait apparemment des problèmes d'attitude à Buffalo. Même chose pour Ryan O'Reilly d'ailleurs. Les deux sont partis. Les deux ont gagné une Coupe Stanley dans la première année à leur nouveau club où, soudainement, l'attitude n'était plus un problème. J'ai déjà entendu dire que Dougie Hamilton avait une drôle de personnalité et qu'il ne fitait pas avec ses coéquipiers. Finalement, ça a l'air que c'est juste un nerd que quand son équipe est à Manhattan, il va au Met au lieu d'aller chiller avec les boys, je sais pas moi, dans un resto. Fine. Peut-être que Michkov a des problèmes d'attitude, mais au moment où tu te fais repêcher, t'as 18 ans. C'est des kids, man. Quel kid de 18 ans n'a pas, tout le moins, un petit peu un problème d'attitude, ou je sais pas. OK, c'est faux, là. Il y a beaucoup de bons kids dans la vie, là, mais ça me fait pas peur, personnellement. Non, la seule chose qui me faisait peur, pour vrai, c'était la mort nébuleuse de son père. Ça, c'est pas mal plus qu'un red flag. Ça dépasse largement le cadre du hockey et je comprends que ça puisse faire refroidir beaucoup d'équipes.
Bref, rater ton coup dans le top 5, ça peut contrecarrer des plans de reconstruction. Oui, il y avait des drapeaux rouges, mais clairement, le Canadien allait repêcher là pour plusieurs années et malheureusement, soyons honnêtes, ça se peut aussi qu'ils aient raté leur coup avec Reinbacker. C'était pour faire swing and a miss. Fais-le en frappant toutes les forces puis en visant les kayaks de l'autre bord de la clôture plutôt qu'un petit simple au champ gauche, il me semble, à mon avis. Et je le sais qu'il y en a que la réconciliation avec ce choix-là de David Reinbacker, ça a été la sélection l'année suivante d'Ivan Demidov. Je suis d'accord. Jusqu'ici, ça, c'est tout le contraire. J'étais tellement content quand le Canadien a choisi Ivan Demidov. Ceci étant dit, comme le dit la petite fille des annonces pour les tacos. Porque no los dos? Je veux dire, on va aller dans un exemple très extrême, mais juste pour prouver le point. Tu sais, imaginez que les Penguins de Pittsburgh ne repêchent pas Geno Malkin en 2004, se trompent, repêchent n'importe qui d'autre, qui, même si c'est une belle carrière ou peu importe, ils ne repêchent pas Geno Malkin, mais qu'ils disent, pas grave, on a eu Sidney Crosby l'année d'après. Est-ce que les Penguins de Pittsburgh ont les mêmes succès sur 20 ans sans le gros Geno? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Par contre, est-ce que tout ce que je viens de dire, c'est une raison pour déjà se désoler que Kent Hughes, Jeff Gorton et compagnie aient raté leur coup au repêchage de 2023? Non. Malgré ce que Michkov est en train de faire présentement, oui, c'est impressionnant. Il est beaucoup trop tôt. Mon gros problème, personnellement, avec la sélection de Reinbacker, c'est même pas Reinbacker en tant que tel, c'est que Kent Hughes a avoué au moment du repêchage que s'il avait été gaucher, il l'aurait peut-être pas repêché. Ça, pour moi, ça témoigne qu'on est allé en fonction d'un besoin, ce que je n'aime pas. Je pense que c'est jamais la bonne chose à faire. Mais bon, on a décidé d'aller là. Lorsqu'on recule un peu, par contre, et qu'on regarde la forêt qui est cachée par l'arbre, qui est Michkov et son incroyable rythme de production en ce début de carrière, bien, peut-être que dans 6 ans, on va se dire que le Canadien s'est trompé et que ça a solidement fait mal au club. Ça se peut, c'est une possibilité. Ça se peut aussi que le Canadien se soit trompé et que ça ne fasse pas particulièrement mal. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginez peut-être que Matvei Michkov est un joueur qui compétitionne pour des trophées Hart et des trophées Hart Ross, mais que, de son côté, David Reinbacker est un solide défenseur de première paire, il joue à droite de Lane Hudson ou peu importe qui, que ça va super bien, et qui, sans être un des meilleurs défenseurs de la Ligue, est clairement le meilleur défenseur du Canadien de Montréal. Et bon, je pense pas qu'on se rende là, mais ça se peut aussi que même si Michkov va extrêmement bien de son côté, que, je sais pas, moi, en 2030, Reinbacker gagne le trophée Norris. Encore une fois, je pense pas que ça arrive, mais ça aussi, c'est une possibilité. Et il y a aussi la réelle, quoique je pense pas, mais possibilité que le Canadien ne se soit juste pas trompé. Que non seulement David Reinbacker va être suffisamment bon pour justifier le fait qu'on soit passé par-dessus Michkov, mais que clairement, je sais pas, moi, imaginez que Michkov, les problèmes d'attitude, ça commence pour de vrai, ou peu importe, que ce qu'on voit présentement, what you see is what you get, il ne devient pas le joueur qu'il semble destiné à être offensivement. C'est encore une possibilité. On risque de me répéter. En ce moment, je vais être très surpris, mais sait-on jamais, parce que je vais être plate. David Reinbacker n'a même pas encore un match de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Là. Fait que, on sait pas. En fait, c'est ça la vraie conclusion de cette vidéo, c'est qu'on parle de kids qui sont début vingtaine, ils ont encore toute leur carrière devant eux. Oui, c'est décevant ce qu'on voit présentement, mais qui sait? Peut-être que si David Reinbacker en ce moment n'était pas malheureusement blessé pour pratiquement l'entièreté de la saison en cours, peut-être que tout va bien aussi de son côté, puis que c'est atténué, ce bon début de carrière-là de Matvei Michkov, et qu'on n'en parle pas autant. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe présentement. Ça regarde pas particulièrement bien, mais on va encore laisser un petit peu de chance aux coureurs avant de vraiment se prononcer et se dire « Ah! Canadien s'est trompé. » Mais ça, c'est ce que moi, je pense du début de carrière de Matvei Michkov et du fait que le Canadien de Montréal a décidé de ne pas le repêcher. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi Carey Price, malgré son excellente carrière et qu'il est éligible pour la première fois au Panthéon du hockey en 2025, n'est pas un lock pour y entrer? Écoute cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!